ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président, bonjour. Monsieur le greffier, pourriez-vous, s'il vous plaît, appeler le numéro de l'affaire? Le greffier, bonjour. Monsieur le président, mesdames et messieurs les juges, bonjour à tous dans cette salle. C'est l'affaire IT 0588T, le procureur contre Vujadin Popovic et consort. Le président, je vous remercie. Bonjour à tous. Tous les accusés sont présents. Pour l'accusation, c'est M. McCloskey. Et est-ce qu'on voit quelqu'un d'autre? Là, M. Tailleur. Bien. Pour les équipes de la défense, bien, nous sommes au complet aujourd'hui. Y a-t-il des questions préliminaires à évoquer? Monsieur Joss. Monsieur le Président, à un moment donné, le Président, un instant s'il vous plaît, allez-y. À un moment donné, la défense de Guerrero souhaiterait présenter une requête pour notre client afin qu'il puisse présenter une déclaration au titre de l'article 84 bis du règlement. Je ne suis pas sûr que la Chambre souhaite que je le fasse aujourd'hui avant que l'accusation ne commence leur dernière plaidoirie et réquisition, ou si la Chambre de première instance préférerait qu'on fasse ceci à un moment donné, le Président. Plus tard. Maître Georges, je vous remercie. Le Président. En fait, nous allons essayer. Ceci m'amène à la seule chose que je voulais évoquer avant que nous ne commencions, à savoir que la préférence de la Chambre de première instance, c'est qu'au cours des diverses interventions, aujourd'hui, nous commencions avec les conclusions de l'accusation et qu'il n'y ait pas d'interruption du tout de la partie adverse, à moins que ce soit une question de procédure ou quelque chose d'une telle importance que cela justifie l'interruption. Vous aurez à ce moment-là amplement la possibilité, plus tard, de présenter vos arguments et de dire ce que vous voulez dire. Mais nous y reviendrons plus tard. Maître Yoss, je suis prêt à présenter la requête quand cela conviendra à la Chambre. Le Président, oui, j'ai pensé que on devrait déjà commencer à y réfléchir. Je vous remercie. Monsieur McCloskey, avez-vous décidé comment répartir les tâches entre vous-même et votre équipe, ou est-ce que ça va être seulement vous? Monsieur McCloskey, bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bonjour à tous dans cette salle et autour. Je vais essayer cette nouvelle position, parce que là, je suis en train de m'étrangler. Oui, bien, nous avons, et j'avais préparé des commentaires, mais c'est très bien, je vais faire quelques brefs commentaires, et je vais confier cette intervention à M. Tailleur, qui va plaider l'affaire en ce qui concerne Miletic et Guerrero, puis M. Van der Pouy exposera les charges contre Popovic et Behara, puis nous aurons Chris Mitchell qui plaidera en présentant les arguments contre Drago Nikolic. Rupert Eldekin s'exprimera sur la question des crimes commis de façon opportuniste. Lada Solian s'exprimera brièvement en ce qui concerne les femmes et les enfants et certaines questions de médecine légale. Et je terminerai par un exposé sur les charges contre M. Borovchani et le général Pandourevitch. Voilà notre plan et nous espérons que ça prendra moins de temps que celui qui nous est accordé, bien qu'il faudra voir. Le Président, bien. Je vous remercie. Ceci veut également dire que chaque fois que l'orateur précédent aura achevé sa plaidoirie ou son exposé, il faut que l'orateur suivant soit prêt à commencer séance tenante. Donc, gardez cela à l'esprit.
Nous n'allons pas rester toute la journée simplement parce que vous préférez continuer ou commencer le lendemain. Soyez prêts pour cela. Bien, donc commençons. Fondamentalement, l'horaire et l'emploi du temps, monsieur le greffier, si nous donnons à l'accusation pour la présentation de ses conclusions les 9 heures, ou ce qu'on a pu dire à ce sujet, ça commence maintenant. Bien. Monsieur McCloskey, vous avez la parole. Monsieur McCloskey, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, chers collègues et confrères, ça a été vraiment un grand honneur et un privilège pour moi de comparaître devant vous au cours de ces 3 dernières années. Je m'exprime en mon nom propre, mais également pour l'ensemble de mon équipe. Pendant plus de 3 ans, la Chambre a mené les débats de ce procès avec le plus grand professionnalisme, la plus grande intégrité, la plus grande patience, et oui, le calme. Moi-même, travaillant tard le soir, moi-même et mes collègues, vous savez, ça n'était pas une tâche aisée. Votre concentration, votre attention aux détails a été immédiatement remarquée par toutes les parties et vous nous avez bien avertis, jour en jour, que les mots que nous prononcions, les mots des témoins, seraient entendus, seraient étudiés, seraient pris en considération, ne seraient jamais pris à la légère et auraient toute l'importance qu'il convient de leur adresser, de leur attribuer. C'est vivement apprécié par nous tous. Vous nous avez laissé présenter nos moyens. Vous avez permis à la défense de présenter ses moyens. Il n'y a pas de chronomètre dans ce procès, dans cette salle d'audience, et je ne saurais vous dire à quel point je suis reconnaissant personnellement de ce qui s'est passé. Si le procès avait été mené d'une façon différente, je pense que nous nous serions effondrés. Et depuis longtemps, nous avons vivement apprécié la façon dont la Chambre de première instance a mené ce procès. Nous avons également vivement apprécié, bien entendu, et nous les remercions, le travail des interprètes dans leurs tâches difficiles et celle également des sténographes. Les sténographes d'audience et les interprètes ont à subir de lourdes pressions dans ce procès et ils ont fait un travail excellent pour cette salle d'audience. Je vous remercie. Je remercie mes collègues également pour la façon dont ils m'ont aidé. Nous sommes arrivés ainsi, et ce n'était pas si facile à la fin de ce procès qui était très long et très approfondi. Maintenant, j'ai quelques mots à dire avant de passer, si vous le voulez bien, la parole à M. Tailleur pour ces observations liminaires, et je souhaite vous rappeler un certain nombre de thèmes dont j'ai parlé lors de la déclaration liminaire qui, je pense, après avoir regardé les arguments de la défense et lu leur mémoire, sont tout aussi importants maintenant, sinon davantage, que lorsque je les ai pour la première fois examinés. Le premier sujet que je veux mentionner brièvement, c'est celui qui consiste à prouver l'intention spécifique. L'intention spécifique, c'est l'intention telle qu'elle est énoncée et décrite au statut, qu'il s'agisse d'une intention de détruire en tout ou en partie un groupe à cause de leur origine ethnique ou d'un objectif particulier tel qu'il est énoncé dans un statut particulier. Le droit appliqué par le tribunal n'exige pas que l'accusation prouve que l'accusé agit avec le désir ou le désir conscient de commettre le crime, mais il doit avoir agi avec l'intention spécifique pour un grand nombre de statuts. Et quelle est cette intention spécifique si ce n'est pas nécessairement le désir de réaliser un objectif illégal? Maintenant, de mon point de vue et du point de vue historique, de la chronologie historique, l'intention spécifique est un comportement illicite commis de façon intentionnelle et non pas par accident ou de façon inconsciente, avec la connaissance du fait qu'un tel comportement réalisera ou causera
un dommage ou aidera beaucoup à causer un dommage de caractère criminel, qu'il s'agisse de meurtre, assassinat, destruction d'un groupe en tout ou en partie, ou de son expulsion par la force. Maintenant, et c'est ce point sur lequel ma discussion des questions de devoir est faite dans cette intervention liminaire, je voudrais vous rappeler que les officiers dans cette affaire sont tous des êtres qui ont été formés à accomplir leurs devoirs. Et comme je l'ai dit, peut-être la tâche la plus importante sur cette terre, il y a ces personnes dans les forces armées qui sont là pour protéger nos maisons, nos familles, lorsqu'elles sont menacées, lorsqu'elles sont gravement menacées. Ils ont opéré, mais ils avaient le devoir de suivre les conventions de Genève, le devoir de suivre leurs propres règlements, le devoir de ne pas avoir un comportement criminel. Donc pour chacun de ces hommes, la culpabilité de ces crimes, à mon avis, il fallait qu'il y ait et qu'ils fassent trois choses distinctes qu'ils auraient eu à l'esprit de façon à pouvoir en arriver au point où nous en sommes aujourd'hui. La première chose, c'était de ne pas tenir compte, de méconnaître leurs devoirs. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire lorsqu'ils ont donné des ordres criminels et lorsque des événements criminels s'en sont suivis. Ils savaient il n'avait pas à se retirer, il savait cela. La première chose qu'il devait faire sur cette voie, dans un comportement criminel, était de méconnaître cela de façon consciente. Ils ont consciemment pris la décision de méconnaître leurs devoirs et de méconnaître la loi. Le point suivant, c'est qu'ils ont manqué de s'opposer ou de saboter les possibilités de crime, ou ils ont manqué de la possibilité d'aider les victimes, comme l'avait fait Schindler. Ils avaient eu la possibilité, tous ces hommes ont eu cette possibilité lorsqu'ils ont entendu cet appel du CICR, secrètement, s'ils le voulaient, de faire venir un reporter, d'appeler le HCR de l'ONU, d'aller trouver Joric et dire « Arrêtez, ne séparez pas ces hommes du reste du groupe ». Ils ont pris la décision consciente de ne rien faire de cela. Et ils auraient pu le faire. Je sais que Vinko Pandurevic avait la volonté et le courage de faire précisément cela. Nous avons appris à nous connaître les uns les autres dans ce procès. Il aurait pu, il a choisi de ne pas le faire. La troisième chose, et c'est le point le plus important, c'est qu'ils ont fait le choix qui était de participer. Ils ont choisi de s'avancer et de prendre part à ce comportement affreux, c'est comme comportement abominable. Maintenant, le deuxième thème qui a trait à cela, comme nous l'avons vu d'après les mémoires de ce procès, et nous l'avons vu également tout au long des arguments de la défense, elle s'est centrée sur les exécutions, le fait que des soldats ont tiré sur des détentes, ou dans le contexte du transfert forcé, les affaires de Potocari. Ces crimes sont bien plus que cela. Franchement, nous avons vu le tribunal et le droit appliqué par le tribunal au cours d'un certain nombre d'années se centrer sur la question d'une balle qui traversait le corps d'une personne comme étant la commission du crime de façon ultime. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Ceci ne fait que partie du crime. Ce qui est plus important, et tout aussi important, c'est le fait d'avoir fait prisonnier, capturé, détenu, oui, et évidemment exécuté, enterré, caché. Et je veux dire que les réensevelissements, c'est le fait de cacher, ça fait partie de l'assassinat ou du meurtre. Et donc vous voyez, Borovchanin par exemple, ceci est suggéré, je n'étais pas à Potocari, je ne suis pas à Potocari pendant ces crimes. Eh bien, il exerce le commandement de ces unités qui se trouvent à Potocari. Il est mêlé aux autres détails essentiels dont j'ai parlé, y compris les détails critiques, ceux mêmes, Vinko Pandurevic. La seule fois que nous voyons un commandant lors d'une exécution en masse, c'est quand ces hommes sont tués ou qu'ils se brûlent les mains. Sinon, ils sont au poste de commandement avancé, ils sont dans leur véhicule, ils ont leur Motorola.
C'est là que ces crimes se présentent comme le plus odieux, à mon avis. Lorsque Vinko Pandurevich et le général Radislav Krstić sont assis dans un café à Jepa, à l'évidence en train de parler de cela, ainsi, Pandurevich peut être prêt. C'est à ce moment-là que Pandurevich aurait dû se manifester et dire non, je vais faire remonter mes hommes dans les cars et les envoyer à Batkovitch. Il aurait pu faire cela. Et c'est cela qui n'a pas eu lieu. Et ils ont convenu de ce qu'ils faisaient pour que le travail soit fait, ce qui devait être fait à leur avis. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous examinerez ces crimes, regardez-les dans leur contexte complet. Ce ne sont pas seulement des actes d'exécution ou le fait horrible d'avoir fait monter les gens dans des cars. En tout état de cause, vous m'avez entendu pendant si longtemps, je suis certain que vous vous rendez compte, que vous appréciez comment il faut comprendre et quel a été le professionnalisme et les connaissances de mes collègues, et je pense qu'il est temps maintenant de passer la parole à Nelson Thayer pour vous parler des généraux Miletich et du général Guerrero. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Thayer. I saw you looking at the clock. Le président, je vois que vous avez regardé la pendule et nous ferons une suspension de l'audience à 10h30. Merci, Monsieur Thayer. Merci, Monsieur le Président. Et bonjour à vous et Madame et Messieurs les juges. Bonjour à tous. Je vais maintenant discuter des éléments de preuve concernant les généraux Miletich et Guerrero, comme M. McCloskey l'a dit. Et je vais essayer de tenir compte de ce qu'a dit comme avis la Chambre de première instance, qui est de m'en tenir à des questions qui, pour une raison ou pour une autre, ne figuraient pas dans notre mémoire. Et les questions qui ont été évoquées par quelqu'un dans un autre mémoire pour ce procès, et dans lesquelles nous pensons qu'il est nécessaire de répondre d'une façon ou d'une autre, au lieu de ressasser tous les thèmes qui ont été évoqués. Pour répondre d'emblée à certains arguments qui se chevauchent de façon compréhensible entre les mémoires relatifs à Guerrero et Miletich, je vais nécessairement devoir parler de leur comportement et de leur contribution ensemble, bien que je présente des conclusions distinctes les concernant par la suite, parce que la façon dont nous répondons, il y aurait davantage de répétitions et on risque de sauter de l'un à l'autre. Il se peut qu'il y ait un caractère un petit peu mélangé ici parce que nous reprenons différents éléments d'information que nous voulons présenter à l'attention de la Chambre ou que nous voulons régler. Donc je vous prie de bien vouloir vous montrer patient avec moi, ainsi que mes collègues, au fur et à mesure que nous présentons nos arguments. Je voudrais tout d'abord parler d'un certain nombre de propositions qui sont dans le mémoire Miletich, à savoir la page 153, paragraphe 356. L'objectif n'était pas d'expulser les populations musulmanes de la vallée de la Drina, mais plutôt de créer les conditions nécessaires pour faire en sorte qu'il soit possible à la population musulmane d'y rester. Fin de citation. Alors je voudrais parler de cela maintenant, ainsi qu'une proposition connexe dans le mémoire Miletich à la page 154, paragraphe 358, citation, il n'est pas certain que l'armée de la Republika Srpska ait jamais mis en œuvre les objectifs stratégiques de ses ordres. Monsieur le Président, bien au contraire, les éléments de preuve sont considérables pour démontrer que les opérations Kriveia 95 et Stop 95 ont constitué le point culminant des efforts des Serbes de Bosnie pour mettre en œuvre les objectifs stratégiques et pour expulser les populations musulmanes de Srebrenica et de Jepa pour réaliser ces objectifs. Je ne vais pas répéter ce que nous avons déjà dit dans notre mémoire au paragraphe 18 et 97 et 212 à 281 par exemple, mais je souhaiterais rappeler
l'existence de certains ordres de la VRS qui mettent en œuvre explicitement les objectifs stratégiques visant à expulser la population musulmane de Srebrenica et JEPA. Je voudrais pendant un moment vous ramener à 1992, en septembre, au 2 septembre 1992, lorsque une réunion très importante à Bijeljina des dirigeants politiques et militaires eut lieu et où on commençait à diffuser l'évangile d'une séparation ethnique. Le général Guerreau représente la VRS. Karadzic et Kraïsnik sont présents. Ils sont réunis et il y a là également le commandant du corps de Bosnie orientale, qui à l'époque était le colonel Ivica Simic, qui écoute ce que dit Kraïsnik en ce qui concerne les objectifs stratégiques qu'il énonce. Le premier, dans le premier que le colonel Simic consigne fidèlement comme étant une séparation par rapport aux musulmans. Le 12 novembre 1992, le président, est-ce que vous vous référez à un document précis qui fait partie du dossier? Monsieur Taillard, en l'espèce, Monsieur le Président, je me réfère au journal de guerre du général Simic. Je regrette de ne pas pouvoir vous le citer, vous donner une citation précise tout de suite, mais je peux certainement vous la retrouver. Le Président, très bien. Bah écoutez, faites-le parce que c'est quelque chose qui peut être important pour que la partie intéressée puisse y répliquer, y répondre. Monsieur Taillard, nous avons la directive de l'état-major principal en date du 19 novembre 1992, la directive 4, qui constitue la pièce P29, où figure l'ordre criminel d'expulser de force la population civile musulmane de Srebrenica, JEPA et Goražde. 4 jours plus tard, le 23 novembre 1992, un séminaire politique et militaire est tenu à Zvornik, le général Guerreau, bien entendu, est là. Et la directive 4, d'après les éléments de preuve, comme on l'a établi, doivent avoir été discutés là. Parmi ceux qui étaient présents, on comprend en plus du général Guerreau le général Krstić, Rajko Kusic et Pandurević, Vinko Pandurević. Cet ensemble de personnes alignées peuvent paraître familières. Tous sont des officiers. Nous voyons à la date du 26 juillet 1995 la vidéo Boškevića, comment la population musulmane de JEPA est expulsée de force de l'enclave. Cela donne une idée du nombre restreint de ces frères d'armes, de cette famille, Monsieur le Président. Et gardons plus particulièrement à l'esprit ceux du grand état-major, l'état-major principal. Ça n'était pas une sorte de bureaucratie, c'était un groupe d'officiers peu nombreux, spécialement choisis, spécialement formés du point de vue professionnel, qui avaient servi ensemble pendant toute la guerre, côte à côte, et pour le contrer dans certains cas. Et dans le cas du général Miletic et de ses collègues au poste de commandement à Tchernarieka, où se trouvaient le général Mladic et Tolimir sur le terrain, comme nous l'avons vu maintes et maintes fois. Le Président, votre référence à cette réunion, c'est le 23 novembre, s'il vous plaît, Monsieur Taillard. Là encore, il y a la déposition de Novitsa. Excusez-moi, Monsieur le Président. Il en est question dans 2 endroits du mémoire, Monsieur le Président, et là encore, je pourrais vous fournir les citations exactes. C'est exposé dans la partie qui est au début, ainsi que dans la section concernant Pandurević, et je pourrais vous retrouver ces paragraphes.
Lorsque l'on parle de l'état-major principal, Monsieur le Président, là encore, il faut garder à l'esprit que le général Gvero était l'un des 4 généraux, les seuls qui faisaient partie des officiers qui ont fondé l'état-major principal de la VRS, avec les généraux Mladic, Milanovic et Djukic. Puis le colonel Miletic s'est rejoint l'état-major principal peu de temps plus tard, en juillet 1992. Revenons aux ordres de la VRS. En appliquant et en suivant la directive 4, en appliquant et en suivant les ordres politiques et militaires de ce qui était dit au séminaire de Zvornik en 1992, le colonel Jovanovic, commandant du corps, les interprètes n'ont pas saisi le numéro. Si on regarde pour les ordres de la pièce P 03029, là encore, nous avons un ordre criminel reconnu comme tel qui suit ce qu'avait voulu le séminaire et qui se réfère de façon expresse, explicite à la directive 4 et qui ordonne l'expulsion forcée de la population musulmane de Tcherska, Jepa, Srebrenica et Grozny. Et ce qui a ensuite suivi, ça a été la campagne brutale de nettoyage ethnique menée par le corps de la Drina en prenant pour objectif les populations musulmanes et qui a eu pour point culminant la création de la zone sécurisée de Srebrenica. Et nous ne répéterons pas ce qui figure au paragraphe 72 et 83 de notre mémoire dans la section relative à Pandurevic, de ce mémoire au paragraphe 12, 93, 24. Ce qui est important de relever, Monsieur le Président, c'est que l'état-major principal avait compris que cette campagne était une mesure significative et importante vers la réalisation de l'objectif stratégique numéro 3, à savoir l'élimination de la Drina en tant que frontière entre les États serbes. Je voudrais maintenant appeler votre attention sur la pièce P 00414, qui est le rapport d'analyse de préparation au combat de 1992, qui, lorsque vous en souviendrez certainement, a en fait été diffusé en 1993, parce que c'est un rapport en quelque sorte rétroactif qui a été fait par la VRS elle-même. À la page 160, je cite, l'analyse constate qu'en prenant Kamenska, Tcherska, Glogovan, la région de Village, Inaudible et Jadar, le corps de la Drina avait considérablement étendu le territoire libre et devait bientôt réaliser la tâche stratégique, la mission stratégique qui lui avait été confiée par le commandement suprême, tout en même temps fournissant la protection voulue pour le peuple serbe. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas des propos d'un quelconque homme politique. Cette estimation de la réussite dans le cadre d'une réalisation de l'objectif stratégique. Voici les propos tenus par le général Miletic, à savoir son supérieur hiérarchique à l'époque. C'était l'officier, le commandant direct à l'époque, le chef chargé des opérations et de l'instruction, Dragutin Ilic, qui signe le rapport d'analyse à la page 164. Il est important de noter, si vous regardez le passage que je viens de lire, qu'il y a une distinction qui est faite entre l'analyse de l'état-major principal à propos du déplacement par la force d'une part, et de l'autre, la protection du peuple serbe. C'est qui, à la lecture de l'analyse, fait état de la protection du génocide et du terrorisme à l'encontre des Serbes par les musulmans et les Croates. Ce que faisait le général Gvero vis-à-vis des simples soldats. Donc il s'agit de deux idées distinctes qui sont liées entre elles. Premièrement, le déplacement d'une part, qui fait partie de l'objectif stratégique, et deuxièmement, la protection du peuple serbe. Il s'agit là de quelque chose qui est reconnu publiquement et un objectif par ce fait public. Le général Miletic
à surveiller la mise en œuvre de la directive numéro 4 et de l'objectif stratégique numéro 3 pendant l'opération du printemps 93, qui est décrit plus en détail au paragraphe 1664 de notre mémoire. En bref, l'opération printemps 93 était une opération de combat qui avait pour but de libérer les enclaves de Jepa et Goražde. Les termes utilisés par le général Miletić dans ce rapport de combat est tout à fait évocateur, et je cite, « Il faut détruire et écraser les formations armées musulmanes dans le secteur au sens large de Jepa et Goražde et permettre à la population musulmane de Goražde de partir, entre parenthèses, il a écrit transfert vers d'autres territoires, encore une fois, entre parenthèses, partie centrale de l'ancienne ABIH, ou de reconnaître le contrôle de la Republika Srpska et par ce fait créer les conditions pour le retour de la population serbe sur la gauche et la rive droite de la Drina. C'est la pièce P02, 742, page 6. Les interprètes précisent qu'elles ne disposent absolument pas du texte qui est actuellement lu. Encore une fois, ceci est conforme aux objectifs stratégiques. Miletić était sur le terrain. Il coordonnait les combats pendant l'opération, qui n'a cessé que parce que la Jepa a été déclarée zone de sécurité. Donc, il n'est pas surprenant que Milenko Lazić, ancien officier de l'état-major chargé des opérations, a parlé tellement ouvertement à vous, Madame, Messieurs les juges de la Chambre, et a estimé que c'était quelque chose que l'on considère comme normal lorsqu'il a parlé du rôle de la VRS qui s'était chargé de séparer le peuple serbe selon des lignes ethniques. Ceci correspond au compte-rendu d'audience, page 21 833 à 21 835. Madame, Messieurs les juges, la concentration sur ces objectifs, ces objectifs stratégiques non réalisés, à savoir de déplacer la population musulmane et d'éliminer la frontière au niveau de la Drina. Je parle d'objectifs non réalisés parce que la zone de sécurité de Srebrenica avait été mise entre parenthèses. Cet objectif n'a pas été réalisé, mais on tentait de le réaliser. En juillet 1994, le président Karadzic s'est adressé à l'Assemblée serbe de Bosnie et a déclaré haut et fort, et je cite, « Notre objectif stratégique premier consiste à se débarrasser de l'ennemi à l'intérieur de chez nous, les Croates et les musulmans, et de ne pas se retrouver dans le même état qu'ailleurs. » Et encore une fois, après l'élimination des enclaves de Srebrenica et Jepa en auguste 1995, le président Karadzic parle toujours des objectifs stratégiques, le corridor de la Drina, et il indique combien il était important pour Srebrenica, car il admettait qu'il s'agissait là d'un territoire musulman. Il est important que ce territoire devienne serbe. Ceci se trouve à la page P. 03307, page 68 à 69. Eu égard à ces propositions faites à l'origine que j'ai citées du mémoire du général Miletić, il a été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que la VRS, de façon rigoureuse, à appliquer et exécuter la directive numéro 4, ainsi que l'objectif stratégique sur le terrain dans la vallée de la Drina. Le système a fonctionné en 1995 comme il avait fonctionné en 1992. Le commandant suprême, Radovan Karadzic, travaillait étroitement avec l'état-major principal de la VRS, fixant ainsi ses priorités et ses objectifs, et l'état-major exécutait ces derniers sur le terrain.
Ce que je souhaite faire maintenant, c'est me reporter à des arguments supplémentaires dans le mémoire à propos de Miletic et sur le thème de la directive numéro 7. Plus particulièrement, Madame, Messieurs les juges, à la page 65 au paragraphe 164 et à la page 67 au paragraphe 169, je cite du mémoire, « Personne ne peut exclure la possibilité que le général Miletic n'était pas d'accord avec le document définitif de la directive numéro 7 et qu'il a clairement exprimé son désaccord de telle façon à ce qu'on l'aurait enlevé de l'équipe de rédaction de la directive numéro 7. Madame, Messieurs les juges, rien ne semble indiquer au niveau des preuves présentées dans cette affaire que ceci est arrivé. Aucune preuve, quelle qu'elle soit. Encore une fois, la page 76 au paragraphe 168, on avance l'idée suivante, à savoir il reste cette possibilité-là que le président Karadzic ait ajouté ces éléments illicites à la directive numéro 7 avant de le signer et qu'il ait ensuite remis au général Miletic. Et qu'ensuite le général Miletic lui ait remis. Encore une fois, rien au niveau des éléments de preuve présentés ne semble faire état de quelque chose qui ressemblerait à cela. C'est bien le contraire, Madame, Messieurs les juges. Les éléments de preuve ont indiqué, au-delà de tout doute raisonnable, que le général Miletic et le général Glevaux ont participé à la rédaction et la mise en œuvre de la directive numéro 7. Pour ce qui est du général Miletic et du rôle qu'il a joué dans tout ceci, dans la rédaction de la directive numéro 7, c'est quelque chose que nous avons abordé dans notre mémoire au paragraphe 1669 à 1678. Nous savons qu'il a vu la version définitive du texte avant de le présenter au président Karadzic. Le général Miletic, son nom figure sur le document. Le général Miletic a complété, terminé ce document et le général Miletic a également, général Simic en a parlé dans son témoignage. Le général Miletic a spécifiquement fait référence à cette directive lorsqu'il a rédigé la directive 7.1. Le général Miletic disposait d'un exemplaire de la version définitive dans un coffre-fort et pour finir, le général Miletic l'a mise en œuvre. Lorsque le nom du général Miletic apparaît à la fin d'un document comme la directive numéro 7, ceci signifie quelque chose. Lorsqu'on voit que ce nom figure au-dessus de la signature du président Karadzic, comme nous l'avons indiqué dans notre mémoire, cela signifie qu'il l'a lu et qu'il est d'accord avec ce document. Il en assume la responsabilité. C'est son autorisation sur un plan professionnel qui cautionne ce document. Et pour ce qui est de la directive numéro 7, il s'agit pour lui d'un objet de fierté. Je remarque qu'il y a une erreur au paragraphe 1665 de notre mémoire. En clôture, la référence au paragraphe 1636 dans ce paragraphe 1675 devrait en réalité faire référence aux paragraphes 113 et 114. C'est quelque chose qui nous a échappé. Quoi qu'il en soit, Madame, Monsieur les juges, le mémoire Miletic admet comme il se doit, que le général Miletic connaissait la version définitive de la directive numéro 7. Bien évidemment qu'il la connaissait. Il devait connaître cette directive à l'endroit et à l'envers. C'est lui qui avait la charge de préparer cette directive. Ce document devait reproduire fidèlement et mettre en œuvre l'ensemble des objectifs de guerre et avoir un sens sur le plan militaire. Le président Karadzic avait peut-être les idées au sens large. Il pensait peut-être être un militaire, mais en réalité, il ne l'était pas. Donc,
cela revenait à l'état-major principal de traduire ces idées dans la réalité. Le général Miletich ne fait pas un copier-coller les différents éléments d'information qui lui parviennent pendant la rédaction de ce document essentiel. Il ne peut pas faire cela. Et sur un plan purement professionnel, c'est quelque chose qu'il ne ferait pas parce qu'il doit intégrer tous ces différents éléments d'information et orientation. C'est quelque chose qui doit faire partie d'un tout. Un tout qui a un sens militairement parlant, quelque chose qui est réalisable sur le plan militaire et qui reflète fidèlement la situation sur le terrain, dans les zones de combat. Et le président Karadzic ne peut pas faire cela. La personne la plus haut gradée, qui était le mieux préparée et le mieux à même de faire cela, était le général Miletich. Et c'est la raison pour laquelle il a été investi d'une telle confiance par le général Mladic et Milovanovic. Les éléments de preuve ont été établis au-delà de tout doute raisonnable qu'une méthode exhaustive a été appliquée à la rédaction de cette directive. Et je vais réciter encore une fois les termes utilisés. À partir du passage 6.1. À savoir que l'État et les organes pertinents responsables des travaux avec la FORPRONU et les organisations d'aide humanitaire, par l'intermédiaire de l'octroi discret et limité des permis, réduire l'appui logistique de la FORPRONU aux enclaves et réduire l'approvisionnement en ressources à la population musulmane de Bosnie, faisant en sorte qu'ils soient dépendants de notre bon vouloir, tout en évitant la condamnation de la communauté internationale et de l'opinion publique internationale. Ce passage admet que c'est quelque chose qui doit être fait discrètement, comme il dit. La VRS avait compris qu'elle ne pouvait pas imposer un blocus total sur les enclaves sans s'attirer les foudres de la communauté internationale. Et les éléments de preuve ont démontré que les termes utilisés ici ont été fournis par l'organe dont est responsable le général Gvero. Tout d'abord, ceci se trouve cité au paragraphe intitulé « Appui moral et psychologique ». Et ceci comprend les orientations données sur toutes les questions liées au moral des troupes et des activités qui sont coordonnées avec l'État. La prise de conscience des soldats qu'il s'agit là d'une lutte armée. Deuxièmement, quelque chose que nous avons indiqué dans notre mémoire, que les commandants adjoints à l'état-major, le général Gvero, veillaient à ce qui se passait sur la scène internationale et diplomatique et veillaient à ne pas froisser l'opinion publique. Le passage qui porte sur les directions ou orientations à donner au corps de la DRINA afin de créer une situation invivable pour que les habitants n'aient plus aucune chance de survie ni de vie future. Les habitants de Srebrenica et Jepa. Et ce passage que je viens de vous lire à propos des convois était illicite, illégaux. Le général Miletich avait le devoir de dire « Attendez un instant. Non. » Je ne vais pas le faire.
Le général Miletic admet que tel était son devoir dans son mémoire au paragraphe 70, pages 67 et 68. Il admet que tel était son devoir. La seule solution qui est restée au général Miletic, il n'était pas d'accord avec la directive numéro 7, était d'informer ses supérieurs hiérarchiques et le général Milanovic tout de suite. Bien évidemment, ça n'était pas la seule solution, Madame, Messieurs les juges. Mais c'était en tout cas son devoir, en premier lieu, en tout premier lieu. Et au lieu de cela, le général Miletic a mis en œuvre de façon rigoureuse ces passages illégaux de la directive numéro 7, d'étrangler les enclaves qui se trouvaient à l'Est. Avec pour objectif ultime le déplacement de la population musulmane de ces endroits. Madame, Messieurs les juges, les Momir Nikolić de ce monde n'ont pas simplement une bonne idée, à savoir d'écraser ou d'empêcher l'aide humanitaire et les convois de la Fort-Pronu, les empêcher d'arriver jusqu'à leur zone de responsabilité, de les fouiller conformément à des directives très précises, de fouiller les convois. Ils avaient reçu des ordres pour ce faire. Ils avaient reçu des ordres pour ce faire des généraux Miletic de ce monde. Nous avons vu le rapport de la préparation au combat établi en milieu d'année de la brigade de Bratunac, un rapport d'analyse daté de juillet 1995 qui mettait en place les postes de contrôle conformément aux ordres de l'état-major principal, pièce 4D 0031. Oui, il y avait des mesures de restriction depuis quasiment le début de la guerre. Le président, vous voulez dire 4D 036? Monsieur Taillard, 4D 00316. Mais les restrictions imposées aux convois se resserraient et se resserraient de plus en plus, conformément à la directive numéro 7, afin de faire en sorte que la situation dans les enclaves de Srebrenica et Jepa soit insoutenable. Je ne vais pas vous citer tous les témoignages des membres du bataillon néerlandais. Tout ceci figure dans notre mémoire. Encore une fois, oui, il y avait des restrictions. Il y a toujours eu des restrictions. Les éléments des preuves ont été très clairs à cet égard, à savoir que la VRS a resserré cela. Et les restrictions imposées devenaient de plus en plus dures en mars et avril de l'année 1995. Et ces restrictions ont eu un effet dévastateur sur la capacité opérationnelle des membres du bataillon néerlandais et sur la situation au plan humanitaire dans les enclaves de Srebrenica et Jepa. Mais, Madame, Messieurs les juges, le caractère criminel de ces passages n'est souligné par le témoignage. On ne peut plus franc du général Milovanovic. Je crois encore une fois que nous avons cité le général Milanovic dans notre mémoire. Nous avons dit qu'il n'était pas entièrement honnête par rapport à la directive numéro 4. Et nous souhaitons faire preuve de la même prudence eu égard à son témoignage, à savoir qu'il ne connaissait pas, dit-il, la directive 7 ou la directive 7.1. Son amnésie nous en dit long sur la reconnaissance de ce qui était évident, à savoir que ces termes signifient bien ce qu'ils disent sur le papier. Autrement dit, c'était tout à fait brutal. Je souhaite maintenant parler d'autre chose. Un commentaire à propos des deux mémoires, à savoir que
Certains membres de la population musulmane souhaitaient déjà quitter Srebrenica et Jepa au mois de juillet 1995. Les deux équipes de la défense se reposent sur le document 5D 00259. Il s'agit là d'un plaidoyer écrit daté du mois de mai 1995 de Hoxha Mehmet Hariç. Vous vous souviendrez peut-être que c'était le Hoxha de Jepa. C'est quelqu'un qui dirigeait la présidence de guerre également. Vous avez vu des arrêts sur image de cet homme. Il tenait un carnet de notes dans les mains et il essayait de réglementer d'une manière ou d'une autre le transfert forcé de ses concitoyens de Jepa le 25 juillet 1995. Ces restes ont été retrouvés dans une fosse commune, ainsi que ceux de Mir Manović, un des négociateurs qui a rencontré la VRS pendant l'attaque de la VRS contre l'enclave. De toute façon, au mois de mai 1995, M. Hariç a écrit à l'Armia, à la BIH, pour organiser avec la VRS, espérait-il, une évacuation qui se passerait bien et qui assurait le bien-être des habitants à cause des conditions qui prévalaient à l'époque à Jepa. Il indique que les femmes, enfants et personnes âgées musulmans avaient été nettoyées ethniquement à l'intérieur de Jepa et souhaitaient se rendre ailleurs parce qu'il manquait de nourriture et que les conditions de vie étaient très mauvaises. Un document analogue cité par la défense 600047 6D 00047 fait état de personnes qui quittent Srebrenica à la recherche de nourriture. Je souhaite simplement vous dire qu'en accusant les autorités musulmanes, comme l'indiquent les deux mémoires, parce qu'ils souhaitaient maintenir les citoyens musulmans à l'intérieur des enclaves et ne pas permettre un exode massif d'un peuple qui souffrait, et de faire porter la faute à ces autorités musulmanes, la défense écarte complètement le simple fait que c'est la VRS qui a créé ces mêmes conditions par l'intermédiaire de la directive numéro 7, les éléments de preuve présentés dans cette affaire indiquent ceci depuis le premier jour du procès, Madame, Messieurs les juges. Je souhaite maintenant faire un bond sur un plan chronologique. C'est un petit peu pêle-mêle pour l'instant parce que je dois aborder une question qui est commune aux deux accusés. À la page 150, au paragraphe 346 du mémoire du général Miletić, on avance l'idée que Miletić n'avait rien à voir avec le transport des musulmans de Potocari pendant la période allant du 17 au 19 juillet. Richard Butler a parlé de ces événements dans son témoignage et des documents qui y sont associés. Le 17 janvier 2008, il s'agit de la page du compte-rendu d'audience 19909 à 910 et 19921 à 26. Nous n'avons pas abordé dans le détail ces éléments-là dans notre mémoire, mais je souhaite parler davantage de ce qui est dit dans la mémoire du général Miletić. Vous vous souviendrez peut-être quels sont les éléments dont nous disposons pour cette période. Nous avons le transport de Potocari, ceci est terminé. Nous avons un état-major principal et un
un officier chargé du renseignement, Radoslav Jankovic, à l'intérieur de cet état-major qui est basé à la brigade, au commandement de la brigade de Bratuna et qui est également sur le terrain à Potocari dans la période qui a suivi la chute de l'enclave. Et vous avez entendu les témoignages du colonel Jankovic ainsi que d'autres personnes, le colonel Franken qui était le commandant du bataillon néerlandais. Et vous avez entendu et vu des documents qui citent le nom du colonel Jankovic. Également le témoignage de Nikolic qui, je crois, n'est pas contesté par rapport à ces rapports émanant du colonel Jankovic. Donc, nous avons encore cette question ouverte, à savoir de personnes blessées qui attendaient d'être évacuées de l'enclave. Et c'est ce dont s'occupe le général Guerrero avec le CICR et le HCR des Nations Unies. C'est quelque chose que nous abordons dans notre mémoire au paragraphe 1808 à 1807. Je souhaite ajouter quelque chose que nous n'avons pas cité dans notre mémoire, à savoir dans ce passage-là, il s'agit de la pièce P 02567. Il faut que j'ajoute que dans cette partie P025767, nous avons omis de parler de la notification pour ce qui est du convoi, où il est dit que les représentants de la VRS, à la date du 16 juillet, se sont réunis avec les représentants du Comité international de la Croix-Rouge et représentants de l'organisation UNHCR, et que, Monsieur le Président, cela confirme les moyens de preuve que nous avons résumés dans notre mémoire en clôture, à savoir que le général Guerrero s'est réuni avec les représentants de ces deux agences. Ce jour-là, il y a beaucoup de documents qui corroborent cela des deux côtés. Et au paragraphe 387 du mémoire en clôture de la défense de Guerrero, le président, juste un instant. Vous avez commencé à présenter cette partie de votre intervention en faisant référence à une partie spécifique du mémoire en clôture de la défense de Miletic, à savoir la page 150, paragraphe 346. Mais vous avez utilisé cela, vous avez présenté cela pour donc indiquer le général Guerrero. Vous avez attiré notre attention au général Guerrero. Vous n'avez dit rien par rapport au général Miletic. Monsieur Taillère, je vais arriver à ce point, Monsieur le Président. Comme j'ai déjà dit, il s'agit d'un incident qui sont reliés et je vais en parler des deux en même temps. Le Président, très bien. Monsieur Taillère, pour ce qui est du général Guerrero et de son implication au transport des personnes blessées à l'extérieur de Bratunat, le mémoire en clôture de la défense de Guerrero suggère que le comité d'État de Koljevich était en contrôle de ces événements et ils ont présenté une pièce à conviction qui a été récemment versée au dossier C6D00348 où il est dit que le 15 juillet, il y avait une réunion entre les officiers chargés des questions civiles des Nations Unies et le professeur Koljevich, et lors de laquelle le professeur Koljevich a signé l'ordre concernant l'évacuation des blessés de Bratunat. Normalement, donc, dans le mémoire en clôture de la défense de Guerrero, on place la responsabilité, alors, pour ce qui est de ce transport, du côté du professeur Koljevich et non pas du côté du général Guerrero et de l'état-major principal. Pourtant, lorsque nous regardons l'approbation pour ce qui est du convoi qui a été émise par le général Miletic, pour ce qui est également d'autres approbations ou feux verts pour d'autres convois que nous avons vus, c'était la VRS et l'état-major principal qui a le pouvoir ultime de décider si un convoi passe ou pas. Il décide également du nombre de véhicules, des marchandises chargées à ce convoi, à quelle date, et tous ces détails. Donc, la VRS est informée, Koljevich et son comité d'État peut-être donnent un feu vert initial, mais après, cela est toujours transmis à l'état-major principal et ils ont toujours le pouvoir d'approuver ou pas le
passage du convoi. Et dans la notification pour ce qui est du convoi, il est dit « Nous avons approuvé le transport ». Et encore une fois, il a été fait référence à la réunion qui a eu lieu le 16 juillet entre les représentants de la VRS, du Comité international du Croix-Rouge, de la Croix-Rouge et du UNHCR. Et ces musulmans blessés n'ont pas été évacués au moment où Nicolas Koljevich, professeur Koljevich, a signé l'ordre pour le faire, mais plutôt au moment où le général Gvero donc s'est réuni avec les représentants de ces deux agences. Maintenant, revenons au colonel Jankovic à Potocari. Il ne sait pas quoi faire. Ils ont déjà évacué certains de ces blessés, mais ils ont toujours quelques-uns du personnel qui sont musulmans, par exemple MSF, et ils ne savent pas quoi faire. Pour ce qui est de ces personnes, ils ne savent pas s'il faut séparer des hommes. Est-ce que ces hommes doivent partir avec les Médecins sans frontières? Est-ce qu'il y aurait une sorte d'escorte? Il ne sait pas. Est-ce qu'il faut les mettre en détention? Dans le mémoire en clôture Miletic, il est dit que à la date du 17 juillet, cela se trouve à la page 150 au paragraphe 3, 4, 7, et je cite le colonel, on a demandé au colonel Jankovic d'envoyer ses requêtes, ses demandes au général Tolimir pour savoir qui va déterminer le déroulement de ces choses-là avec le commandant. Et ce qui ne figure pas dans le mémoire en clôture, c'est que le général Miletic était la personne qui dit à Jankovic de envoyer une demande par écrit au général Tolimir et chiffrée. Et nous avons la transcription d'une conversation interceptée dans laquelle nous pouvons voir cela. C'est la pièce P0 123 7A. Et le lendemain, à savoir le 18 juillet, Jankovic a envoyé donc sa demande à Tolimir. Et cela se trouve dans la pièce P00 260. Ensuite, de l'autre côté, nous avons le général Miletic, encore une fois, qui donne l'approbation pour ce qui est du transport du lendemain, à savoir du 19 juillet, avec une note pour Momir Nikolic, où en fait il est dit qu'il ne faut pas que le personnel des organisations non gouvernementales soit hors la portée de ses mains. Cela se trouve dans la pièce P02570. En fait, ce qui n'est pas dit dans le mémoire clôture Miletic est que le général Miletic, comme je l'ai déjà dit, pour ce qui est de ce déplacement spécifique et concret des musulmans de l'enclave des deux parties, il s'agissait du transfert forcé et de l'opération du transfert forcé. Et il s'agissait également du besoin relié à cela pour réduire la liberté du mouvement du personnel des organisations non gouvernementales. Et il c'est bien que, d'ailleurs, tout le monde le sait à l'époque, que c'est au nord de Bratnas que se trouve le site d'exécution du crime. Et Miletic a reçu cette requête de Jankovic, et dans son rôle particulier qui a joué au sein de l'état-major principal, il était même de donner des instructions appropriées à Jankovic pour ce qui est du lieu où Jankovic devait y aller. Miletic sait très bien ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et vous allez voir que dans la conversation interceptée, il dit, celui qui appelle, il dit à Jankovic qu'il faut qu'il écrive tout cela pour envoyer cela par écrit à Tolimir pour que cela soit encodé. Et c'est comme cela que les choses ont commencé à se dérouler. Et il y a un point qui est relié à cela. Dans le mémoire en clôture, Gvero, il est dit que le transport des musulmans blessés de Bratunac, c'est quelque chose qui n'a pas été forcé. Cela se trouve à la page 2048 au paragraphe 370. Et pour corroborer cela, il dit, je cite, à la date du 12 juillet, les patients ont été amenés de l'hôpital de Srebrenica à la base du bataillon néerlandais pendant l'attaque, parce que le traitement médical à l'hôpital n'a pas été suffisamment bon ou sophistiqué comme c'était le cas
dans la base du bataillon néerlandais. Également, il a été dit que dans cette base, il y avait l'hôpital géré par l'organisation Médecins sans frontières. Ensuite, il cite le témoignage du colonel Kingori pour étayer cela, mais je ne pense pas que cela soit une citation tout à fait exacte. Les Médecins sans frontières se trouvaient situés dans la base du bataillon néerlandais le 2 juillet parce que ils ont été ils ont dû quitter l'hôpital de Srebrenica à cause des pilonnages la veille. L'officier du bataillon néerlandais, M. Egbers, a témoigné clairement qu'il avait aidé le transport des patients le 2 juillet. Cela se trouve dans la transcription jusqu'à la page 27-19, là, le compte-rendu de son témoignage. Le colonel Boring a également témoigné pour ce qui est de l'évacuation des réfugiés, que les réfugiés ont été évacués de l'hôpital au moment où les médecins de Médecins sans frontières leur ont dit qu'il était trop dangereux pour les réfugiés qu'ils restent là-bas. Il s'agit des pages du compte-rendu allant de 1931 jusqu'à 1937. Ensuite, dans la pièce PW 105, il nous a parlé des circonstances dans lesquelles il a quitté l'hôpital et je ne veux plus parler de cela. Maintenant, j'aimerais aborder une autre thèse trouvant dans le mémoire clôture de Milotic, la page 72, paragraphe 182, à savoir qu'il n'y avait jamais un plan, qu'il n'existait jamais un plan pour réduire l'afflux de l'aide humanitaire de façon délibérée pour ce qui est des enclaves en Bosnie orientale. Encore une fois, je ne veux pas réitérer tous les moyens de preuve pour ce qui est de ce plan. J'aimerais tout simplement attirer l'attention de la Chambre au paragraphe 215 jusqu'au paragraphe 247 de notre mémoire en clôture, en particulier au paragraphe 238 où la situation réelle a été décrite, la situation qui comme elle a été vue par les représentants de l'UNHCR sur le terrain, à savoir à Srebrenica pendant la première semaine du mois de juillet 1995. Et le fait que les quantités qui ont été livrées étaient en fait les quantités minimales pour assurer la survie des gens, pour la survie des citoyens. Donc, vous pouvez imaginer ce que aurait représenté une réduction de 10% supplémentaire de l'aide humanitaire. Qu'est-ce que cela aurait représenté pour ces citoyens? Encore une fois, la VRS n'étaient pas obligés d'imposer le blocus complet. Ils ont pu tout simplement aggraver la situation encore un tout petit peu parce que la situation était déjà assez suffisamment mauvaise. Et j'aimerais parler de certaines citations. D'abord, il y a une allégation selon laquelle les convois, pour ce qui est des communautés serbes, les communautés serbes donc recevaient les convois à qui les mêmes traitements ont été réservés que pour les convois qui se dirigeaient par exemple à Srebrenica et à Jepa. Voilà un exemple qui est donné. C'est dans la pièce 5D 00856 où on peut voir que les convois se dirigent vers Vlasenica, vers Sokolac, Visegrad et Bratunac. Et je veux souligner que lorsque vous vous rendez compte où les convois se dirigeaient, vous allez voir qu'il n'y a aucune restriction. Il y a de la farine, 25 000 litres de diesel, du carburant, etc. Donc, je ne pense pas que cet exemple tienne. Lorsqu'on se penche plus attentivement sur cela, la page 105 au paragraphe 246 de ce mémoire en clôture, il a été fait référence à un rapport d'une organisation non gouvernementale qui est Soupli-Scellé. Donc, il faut que je sois attentif, extrêmement attentif pour ce qui est de ce document. Je ne vais pas citer cela, mais je vais dire la cote de la pièce C5D01446. C'est dans le mémoire culture de Miletic. Ce rapport a été cité pour dire qu'il y avait du matériel médical suffisant à Potocari en juillet 1985
il va être suffisant pour dire que oui, l'accusation avance que lorsque vous regardez ce rapport dit la chose qui est tout à fait contraire à cela, à savoir il s'agit des moyens de preuve qui démontrent que seulement vers la fin de l'après-midi du 13 juillet, de la journée du 13 juillet, il n'y avait plus besoin pour ce qui est du matériel médical, comme cela est admis dans ce rapport, parce que tout simplement, d'après ce qui est dit dans le rapport, on pouvait donc s'attendre à ce qu'il n'y ait plus personne dans cette zone. Dans le mémoire clôture Miletic, au paragraphe 123, à la page 123, paragraphe 2.8.2, il est dit, je cite, les restrictions ont été imposées au convoi de la force ONU et que ces restrictions qui leur ont été imposées n'avaient rien à voir avec l'aide humanitaire qui a été transportée dans la direction des enclaves, puisque cette aide humanitaire a été transportée par les convois des organisations humanitaires maintenant. Cela est peut-être exact dans un sens strictement technique, mais les moyens de preuve nous disent clairement que Srebrenica dépendait de l'assistance médicale du bataillon néerlandais, de leur support médical. Et regardez la page 76 au paragraphe 245 de notre mémoire en clôture où il y a des citations de la pièce P00510. Il s'agit d'un rapport des observateurs militaires des Nations Unies du 11 juillet à 17h30, au moment où les réfugiés affluaient dans la base. Et c'est au moment où, après que les médecins des Médecins sans frontières avaient été transférés dans la base parce qu'il y avait des pilonnages. Il est dit le bataillon néerlandais ne peut pas aider beaucoup parce que le bataillon néerlandais non plus ne recevait pas de provisions à partir de la fin du mois d'avril. Seule assistance médicale disponible et fournie par les Médecins sans frontières. Pourtant, cela n'est pas suffisant pour toutes les personnes blessées. Dans le mémoire en clôture de Miletic, il est dit également, et je cite, le fait que le déplacement ou le retour de certains membres du bataillon néerlandais n'a pas été autorisé a certainement eu une incidence sur la capacité de ce bataillon de s'acquitter de sa mission de façon appropriée, mais cela n'a pas eu une influence quelconque sur la situation humanitaire dans le cadre de l'enclave. Les moyens de preuve sont, Monsieur le Président, si convaincants et ils démontrent que si le bataillon néerlandais avait eu plus de personnel, de carburant, bien sûr que cela aurait eu une influence sur la situation humanitaire dans l'enclave. Ils auraient pu donc organiser plus de patrouilles, 600 personnes au lieu de 300. Et ils auraient pu avoir une présence plus significative en 1995. Ils auraient pu donc présenter une défense plus forte s'ils avaient eu plus de munitions, d'armes, systèmes d'armes, équipements qui fonctionnaient, et bien sûr s'ils avaient pu contrôler plus et mieux la base même. C'est seulement l'une des choses concernant cela et où ils auraient pu faire la différence pour ce qui est des meurtres opportunistes qui ont eu lieu là-bas. Ils auraient pu certainement réduire le nombre de ces meurtres opportunistes. Maintenant, j'aimerais aborder d'autres parties du mémoire en clôture de la défense de Miletic. Il y a seulement quelques points. À la page 156 au paragraphe 363, il est dit, je cite, « N'était pas inhabituel de voir que la population se retire de territoire ensemble avec les forces armées et bon, on ne peut pas ne pas tenir cela en compte, même si c'est désagréable. » Et ensuite, Richard Butler est cité dans le mémoire en clôture.
Et pour ne pas perdre beaucoup de temps là-dessus, il s'agit de la page 156 du mémoire culture de Miletich. Je ne veux pas citer toute la section où ils ont cité cela, mais il sera suffisant de dire que vers le milieu de cette citation, entre parenthèses, il y a certains ellipses. Il y a en fait 3 points de suspension et ce qui a été omis pour ce qui est dans la réponse de Butler est la chose suivante et je cite: il ne faut pas mentionner le fait que vu le contexte du conflit jusqu'à aujourd'hui, il ne pouvait pas probablement avoir beaucoup de confiance, il ne pouvait pas croire il leur aurait permis d'y rester, en tout cas, et dans l'accusation avance que dans cette pièce de son témoignage qui a été omis, change complètement la nature de la réponse fournie par Butler à cette question et tout simplement rend cette citation dans le mémoire de clôture de Miletich inutile, tout simplement. Il donc avance une autre opinion qui est tout à fait opposée. Vous avez entendu le témoignage du général Simic, par exemple, qui a parlé de la sincérité de la VRS pour ce qui est de la démilitarisation de la zone et de la cessation des hostilités, pour ce qui est de ses agréments portant sur cela en 1993, encore une fois en 1995. Vous avez vu les documents de la VRS où il y avait des ordres qui disait que ces accords devaient être respectés. Vous avez également vu les documents montrant que l'armée musulmane a immédiatement ordonné que ces accords ne soient pas respectés. J'aimerais donc parler d'un document. Pour parler du contexte plus précis, c'est le document 5D01-325, page 6 du document de la tradition en anglais. Il s'agit du transfert de l'ordre du général Mladic pour ce qui est du respect de l'accord portant sur la cessation des hostilités. Et c'était en janvier 1995. Et le général Simic dit dans cet ordre qui donc a suivi l'ordre du Mladic, la chose suivante, je cite: il faut discuter avec les commandants de brigade pour ce qui est des choses à faire sur le terrain avant l'arrivée de la commission régionale. Et ensuite, entre parenthèses, il est dit, je cite: il faut continuer à faire des fortifications le long de la ligne du front et dans les arrières, et cela est souligné, ainsi que le retrait des armes, des inventaires et leur retrait par les membres de la force PRONU. Je ne veux pas en parler longtemps, mais je voudrais parler des faits historiques un peu plus, parce que nous avons entendu beaucoup de témoignages pour ce qui est de la sincérité d'un côté, et je n'ai pas voulu donner la mauvaise impression pour ce qui est des documents qui ont été versés au dossier, et j'ai voulu donc attirer votre attention à ce point. Je pense que il a été prouvé sans aucun doute raisonnable que 155 était un numéro de téléphone. À la page 231 au paragraphe 536, la mémoire en clôture de Miletich n'est pas d'accord avec ça, mais vous allez vous souvenir du témoignage pour ce qui est de ce numéro qui a été relié à plusieurs officiers qui se trouvaient au centre des opérations. Le général Milovanovic donc a eu ce numéro dans la salle de récréation. Donc, on a parlé de cela beaucoup. Et regardez le document, la pièce P, le document de l'accusation où figure ce numéro de téléphone. C'est un annuaire de la VRS. Vous allez voir, 155 Velopayic en a parlé de ce numéro à la page du compte-rendu 28774. Regardons ce que M. Butler en a dit. But I'm afraid leaves out. Mais
Je crois qu'encore une partie cruciale de son témoignage a été omise. Je vais vous dire quelle est la page où cela a été cité. Vous pouvez comparer ce qui est dans le mémoire et ce qui n'est pas dans le mémoire, et tout est clairement dit dans le compte-rendu. Lorsque Butler a dit « Oui, vous m'avez confronté avec ce que j'ai témoigné dans Kirstich », lorsque j'ai dit 155, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un code avec 3 chiffres, mais j'ai appris pas mal de choses depuis. Il y a un grand point dans ce boulot. On apprend beaucoup tous les jours, et j'ai beaucoup plus de connaissances que j'ai donc eu à partir du témoignage dans Kirstich. Et tout cela a été omis, et cela se trouve à la page du compte-rendu de son témoignage 20607 jusqu'à 20608. Dans le mémoire en clôture de la défense Miletich, il est également admis que l'état-major principal a été activement impliqué à des activités menées par le corps de la Drina pour ce qui est des enclaves de Srebrenica et de Jepan en 1995. Vous allez pouvoir vous rappeler l'ordre donné par le général Kirstich à la mi-mai 1995, dans lequel il a été ordonné que certaines lignes soient stabilisées, et il a été ordonné que certains équipements devaient être déplacés par là ou par-ci ou par-là. Richard Butler a témoigné à propos de ce point, et ce que dans la mémoire en clôture de la défense Miletich figure ou est admis, et que l'état-major principal était conscient de tout cela, de toutes ces activités, et il devait l'être. Lorsque vous regardez les ordres qui ont été envoyés au 65e régiment de protection, au 62e régiment de communication, vous allez voir qu'il s'agissait des ordres émanant du général Miletich pour ce qui est de déplacement des troupes, du mouvement des troupes. Et encore une fois, vous allez vous souvenir des témoignages qui disaient que tout cela faisait partie des événements qui sont survenus au mois de juillet. Monsieur le Président, si je peux le dire, parce que je pense que je vais aborder une autre partie de